Le dernier jour de la conférence internationale des guildes, Jin demande à Jin-Ho comment il se sent. Ce dernier répond qu'il est comme neuf. Alors que Jin-Ho pleure fièrement en réalisant que Jin a affronté Thomas André, le Goliath. Un groupe d'hommes discute du fait que Jin est à un tout autre niveau, car bien qu'il soit juste devant eux, ils ne ressentent absolument pas sa présence. Ils en viennent à la conclusion que Jin-Ho doit être le chasseur pour qui Jin a affronté Thomas André. Un homme s'approche et salue Jin, se présentant comme le PDG d'une entreprise qui gère tous les monstres géants qu'il a chassés, et dit qu'ils aimeraient faire affaire avec la Ajin Guild. Profitant de cette bonne occasion, Jin explique qu'il est principalement chargé des raids, tandis que son vice-président s'occupe de toutes les affaires commerciales. En observant Jin-Ho discuter d'affaires, Jin sourit intérieurement, reconnaissant qu'il est désormais un véritable vice-président. À ce moment, Adam remet à Jin une liste en expliquant que les chasseurs y sont classés selon un système de points basé sur leur contribution et leur activité. Les 10 chasseurs en tête sont ceux qui dominent le classement. Il informe Jin que s'il accepte leur proposition, il serait probablement chargé de protéger ces individus. Curieux, Jin demande où lui-même se situerait dans ce classement. Adam répond qu'en prenant en compte les monstres géants qu'il a éliminés, il serait classé autour de la 3e ou 4e place. Le premier est Thomas André, le deuxième Liu Jigang, le troisième Christopher Reed et le quatrième Sodart Baketchan. Trouvant cela fastidieux, Jin décide de placer un soldat de l'ombre auprès de chacun d'eux plutôt que de mémoriser leur nom. Il compte ainsi entrer en contact avec les dirigeants à travers ses chasseurs, ce qui lui permettra de discerner qui est un allié, un ennemi et qui il devra affronter. Des pas approchent et soudain, l'atmosphère devient sérieuse. Thomas André appelle Jin et lui pose une question. Il explique que malgré les soins, son bras blessé par la magie ne guérit pas complètement. Les guérisseurs et les médecins confirment qu'il récupère lentement, mais qu'il est encore loin d'une guérison totale. Conscient que Jin aurait pu anéantir toute sa guilde des charognards après l'avoir vaincu, il reconnaît qu'au milieu du chaos, aucun membre de sa guilde n'est mort, à l'exception de Wang Dongsu, l'instigateur du conflit. Thomas lui demande alors pourquoi il les a épargnés. Jin répond calmement que Thomas n'avait pas commis de péché méritant la mort, puis il tourne la tête et s'éloigne. Il mentionne qu'il compte organiser de grandes funérailles pour Monsieur Wang. Bien qu'il ait commis un crime méritant la mort, Thomas demande à Jin de le laisser organiser ses funérailles. Il ajoute que lorsqu'il sera guéri, il aimerait partager un repas avec lui et lui demande de laisser son contact à sa manager, qui le recontactera plus tard. S'inclinant, la manager explique que Thomas lui a simplement témoigné sa gratitude pour avoir épargné sa guilde, et qu'en réalité, malgré son apparence, il est quelqu'un de très timide. Insistant pour que Jin lui donne son contact, Laura ajoute qu'André souhaite lui offrir un cadeau en signe de reconnaissance. Jin refuse d'abord, mais Laura explique que son maître est très compétitif et qu'il devient anxieux lorsqu'il a l'impression de devoir une faveur. Jin accepte et dit qu'il aimerait avoir une meilleure dague en guise de cadeau. Laura le remercie pour sa compréhension avant de partir. Alors qu'elle s'éloigne, Adam demande s'ils doivent rencontrer et saluer les chasseurs de la liste. Jin rejette cette idée et demande s'il ne manque pas une personne, car il ne voit pas le chasseur classé 6e. Surpris, Adam avoue qu'ils ont perdu contact avec lui quelques jours avant la conférence. Ni l'agence secrète, ni le gouvernement brésilien n'ont encore retrouvé sa trace. Se demandant s'il a déjà été éliminé, Jin constate qu'il ne reste donc que 7 personnes. Pendant ce temps, en Corée du Sud, le président Go trouve étrange que son cœur ne cesse de trembler ces derniers temps. Cela fait plusieurs années qu'il ressent cette sensation, mais il sent que cela s'intensifie. Se demandant s'il a atteint sa limite, il se souvient que le médecin lui avait dit qu'il risquait de perdre la vie en 6 mois s'il continuait à travailler. Pourtant, 2 ans ont passé et il est toujours là. Son téléphone de bureau sonne et il répond à sa femme qui lui demande si quelque chose s'est passé aujourd'hui. La traitant d'inquiète, il répond qu'il allait justement rentrer chez lui lorsqu'il ressent soudain quelque chose. Regardant par la fenêtre, il se demande ce qui se passe et comment une telle chose a pu arriver. Il tourne la tête et aperçoit le monarque de la glace. C'est ainsi que se termine l'arc de la conférence des guildes. Après l'apparition du monarque de la glace dans son bureau, Go Gun-hee se demande s'il pourrait avoir une véritable conversation avec lui et reconnaît qu'il n'a même pas senti son arrivée, ce qui signifie qu'il ne peut pas l'affronter seul. Le monarque lui dit que cet endroit est déjà isolé du monde extérieur. Go Gun-hee se demande s'il est en train de rêver. Cependant, lorsqu'il est soudainement touché à l'épaule par une attaque, il voit la glace se propager. Le monarque lui fait remarquer que si c'était un rêve, il ne ressentirait pas la glace, ce qui pousse Go à conclure que ce n'est pas un rêve. Redemandant qui il est, le monarque répond qu'il espérait être reconnu sans avoir à se présenter, mais qu'après tout, Gun-hee n'est qu'un simple humain. Le président s'interroge tandis que le monarque du givre ajoute qu'il n'a aucun intérêt à jouer avec des faibles
et exige que le fragment de lumière se manifeste. « Tu as peut-être peur que ton vaisseau se brise si tu le fais ?» demande-t-il. Le monarque dit qu'il est voué à se briser tôt ou tard, quoi qu'il fasse. Chargeant une attaque, il ajoute que si c'est une de ses préoccupations, alors discuter est inutile. Il tire son attaque, obligeant Gun-Hee à se protéger, alors que l'impact crée une explosion glacée. « On se rencontre enfin », dit le monarque du givre, tandis que des yeux percent à travers la fumée. Il lance une nouvelle attaque qui fonce vers le mur de fumée, mais alors qu'elle approche, Gun-Hee la repousse d'un revers de main, la déviant sans effort et brisant une fenêtre. Le fragment de lumière le plus brillant applaudit le monarque pour avoir isolé son bureau dans une faille dimensionnelle. Le monarque révèle qu'il le cherchait depuis longtemps, moi qui pensais que tu luttais pour utiliser ton vrai pouvoir alors que tu étais en réalité piégé dans un vaisseau cassé. Il ajoute qu'ils ont déjà trouvé l'emplacement des 7 fragments et en ont détruit 2. Le monarque précise qu'il voulait voir l'embarras sur son visage orgueilleux avant de le tuer, et maintenant qu'il l'a vu, il peut le détruire sans regret. La lumière lui crie d'essayer s'il en est capable, mais le monarque trouve ridicule qu'il tente de se battre alors qu'il ne fait qu'emprunter le corps d'un humain, tandis que lui l'a complètement conquis. Les 2 adversaires se jaugent, et le monarque croise les bras avant de projeter de la glace vers la lumière. Cependant, cette dernière recule la tête et la fracasse contre la glace avant de foncer sur le monarque, le poing en avant. Le monarque esquive et projette une attaque glaciale depuis sa poitrine, mais la lumière, impassible, l'évite et riposte d'un crochet gauche. Toutefois, le grand-père bleu lève la main et gèle son bras. Canalisant son énergie, la lumière brise la glace et agrippe le monarque, les 2 se battant à une vitesse fulgurante à travers la pièce. Sachant qu'il doit en finir tant qu'il peut encore bouger, la lumière prépare un coup dévastateur. Le monarque crée un bouclier de glace et la lumière le frappe de plein fouet, projetant violemment le monarque à travers la pièce. Mais le combat lui coûte cher. Tombant à un genou, la lumière se demande s'il a atteint sa limite. Et le combat continue. Voyant qu'il a atteint la limite de son vaisseau, le monarque du givre le traite de pathétique avant de disparaître. Apparaissant devant le fragment de lumière, il transperce la poitrine de Go avec de la glace, se demandant combien de temps il lui faudra pour en trouver un nouveau vaisseau. 1 an, 2 ans, le monarque déclare que leurs forces sont déjà rassemblées et que ce monde sera détruit avant son retour. Il affirme que sa plus grande erreur a été de vouloir protéger ce monde et demande au fragment de lumière s'il pensait vraiment pouvoir gagner sans ses gardes. Serrant le bras du monarque avec un sourire en coin, le fragment de lumière lui demande s'il croyait vraiment qu'il s'était battu contre lui sans raison. Tout comme il n'avait pas prévu qu'il suivrait les traces du fragment, il y a quelque chose d'important qu'ils ont aussi raté. Alors que le monarque s'interroge, la lumière charge son énergie et lance une attaque que le monarque évite de justesse, celle-ci s'écrasant violemment contre le mur. Tandis que monarque du givre transpire face à cet assaut, la lumière s'affaiblit. Reconnaissant qu'il a eu chaud, le monarque du givre espère que ce n'était quand même pas ce que le fragment jugeait important. Ce dernier confirme alors que la barrière commence à se fissurer avant d'éclater en morceaux. Doutant que cela change quoi que ce soit, le fragment de lumière prononce « maintenant » et une fourmi d'ombre fonce vers la barrière. S'échappant du bureau, le monarque se demande ce qu'un simple soldat du chaos pourrait bien accomplir. Cependant, en voyant une image rémanente, il réalise ce qui se passe et se précipite vers la sortie. S'envolant par la fenêtre, le monarque du givre prépare sa lame pour trancher la fourmi, mais alors qu'il s'apprête à frapper, une onde de choc déchire l'air et il est soudainement arrêté en plein mouvement. Jinwoo stoppe la lame avec sa main. Saisissant le monarque, « Qui es-tu » Un elfe de glace demande-t-il, marquant ainsi le début de l'arc de la guerre des monarques.